Bienvenue à cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Face à la sécheresse qui sévit dans les pays de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie s'est unie à la Banque africaine de développement dont le but de soutenir la culture du blé résiliente au climat. Plus de détails sur cette alliance dans ce journal. L'Égypte, dans sa vision 2030, s'est engagée dans une politique visant à réduire l'utilisation des énergies fossiles au profit des énergies solaires. Cette politique est de plus en plus adoptée par la population de ce pays. Et puis une nouvelle poubelle est conçue au Kenya pour une meilleure gestion et le tri des déchets plastiques. Cette initiative permet d'augmenter les activités de recyclage et constitue un avantage économique pour les jeunes de ce pays. C'était tout pour les titres. Place au développement. Le changement climatique menace la sécurité alimentaire dans l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique. En Éthiopie, le Centre mondial pour l'adaptation s'allie à la Banque africaine de développement pour soutenir la culture du blé résiliente au climat. Une bonne partie de ce pays est touchée par la sécheresse depuis plus de 4 ans. Alessandra Adekambi nous en parle dans ce commentaire. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, vient de recevoir l'appui du Centre mondial pour l'adaptation qui s'associe à la Banque africaine de développement BAD pour soutenir le projet sur l'amélioration de la production du blé face au climat. Le gouvernement éthiopien veut faciliter l'accès aux semences pour les petits exploitants agricoles tout en promouvant des variétés de blé adaptées aux nouvelles zones irriguées des régions de moyenne montagne. Il permettra également la réhabilitation, le développement et la gestion des systèmes d'irrigation existants par la réhabilitation et l'entretien des infrastructures, le désensablement, le drainage, l'extension des canaux. La réhabilitation des systèmes d'irrigation devrait concerner 1500 hectares de plantations en région Afar, 950 hectares à Namhara, plus de 13 000 hectares à Oromia et au moins 1500 hectares en région Somalie. Outre l'amélioration du réseau routier pour faciliter l'évacuation des récoltes, Addis Abeba soutiendra l'installation de 528 pompes à eau d'une capacité de 75 litres par seconde avec des kits d'entretien à des groupes d'agriculteurs dans le cadre d'un accord de partage des coûts. Le Centre mondial pour l'adaptation prévoit de soutenir le renforcement des capacités des agents de vulgarisation. Le projet de la chaîne de valeur du blé résilient au climat sera bénéfique à 500 000 ménages de petits exploitants agricoles, soit 2,5 millions de personnes. La Banque africaine de développement finance le projet à hauteur de 40 millions de dollars. Les régions Amhara et Oromia sont les plus grandes zones de production de blé de montagne du pays, tandis que les régions Afar et Somalie ont un plus grand potentiel pour le blé irrigué de plaine. L'ONU a annoncé avoir achevé le pompage de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un navire abandonné au large du Yémen. C'est une opération qui vise à éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge. Démarrée le 25 juillet dernier, l'opération a pris fin le vendredi dernier. Rafitou Mberikou. Dans le cadre d'une opération visant à éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge, l'ONU a annoncé vendredi dernier avoir terminé le pompage de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un vieux saphir abandonné au large du Yémen. Démarrée le 27 juillet dernier, l'opération consiste à pomper les hydrocarbures vers un nouveau navire plus petit, le Nautica, acheté par les Nations Unies en mars dernier. Longtemps qualifié de bombe à retardement, le FSO Safer est une unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole située au large du Yémen, au nord d'Hodeïda. Il transportait 1,4 million de barils bruts, soit 4 fois plus de pétrole que l'Exxon Valdez qui s'est échoué en 1989 au large de l'Alaska. Dans un communiqué, l'ONU déclare que le secrétaire général a salué le transfert du pétrole du FSO Safer vers le navire de remplacement qui s'est achevé aujourd'hui en toute sécurité tout en évitant ce qui aurait pu être une catastrophe environnementale et humanitaire monumentale.
La prochaine étape du sauvetage consiste à nettoyer les réservoirs du Safer et à le préparer pour le remorquage et la démolition. Cette opération devrait prendre entre 2 et 3 semaines, selon Achim Steiner, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, mais il manque encore environ 20 millions de dollars à l'ONU. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également exhorté la communauté internationale et le secteur privé à intervenir pour terminer le travail et s'attaquer à toute menace environnementale restante. L'ONU a chiffré l'opération à 143 millions de dollars, une goutte d'eau comparée au coût de nettoyage estimé à 20 milliards de dollars qui aurait dû être déboursé en cas de marée noire. Cependant, elle a prévenu que même débarrassé de sa cargaison de pétrole, le navire risque toujours de briser et constituera une menace pour l'environnement en raison des résidus du pétrole. Le gouvernement sud-africain a annoncé la limitation de la pêche pendant une durée de 10 ans. Une décision qui vise à freiner le déclin du manchot du Cap, une espèce endémique de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Cette espèce est en danger d'extinction à cause de la surpêche et d'autres activités humaines. La décision est largement saluée par les défenseurs de l'environnement de l'Afrique du Sud. Plus de détails avec Alessandra Dekambi. La ministre sud-africaine des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement, Barbara Gressy, a annoncé les limitations de pêche afin de freiner le déclin du manchot africain. D'après les chercheurs, ces créatures emblématiques pourraient disparaître d'ici à 2035. À la suite du rapport du groupe d'évaluation des exportations, la ministre a pris la décision de mettre en œuvre des limitations de pêche dans les eaux entourant les colonies de manchots pour une durée minimale de 10 ans, avec un réexamen après 6 ans de mise en œuvre et de collecte des données. La ministre sud-africaine des Forêts affirme également que si aucune autre proposition de limitation de la pêche n'est présentée avant le début de la campagne de pêche des petits poissons de 2024, les limitations provisoires actuelles seront maintenues jusqu'à la fin de la campagne de pêche de 2033. Les manchots du Cap sont des espèces endémiques à l'Afrique du Sud et à la Namibie. Elles sont passées de plus d'1 million de couples reproducteurs à environ 10 000 couples au cours de l'an dernier. Outre la surpêche, la perte de cette espèce d'oiseau est imputable au trafic maritime, aux bruits et aux vibrations qui y sont associés, ainsi que la pollution et la dégradation des habitats de nidification. Le gouvernement égyptien, dans sa vision 2030 pour son pays, s'est engagé dans la politique des énergies renouvelables. Cette politique vise à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à utiliser les ressources énergétiques renouvelables du pays. La précision dans ce commentaire. Dans un village égyptien de la province de Fayoum, Mohamed Zaki, un retraité de 102 ans, a décidé d'utiliser un chauffe-eau solaire dans le but de réduire son budget et participer ainsi à la protection de l'environnement. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois lorsque le représentant de la société est venu me voir. Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir installer le chauffage. Il n'y a pas de mal à faire une telle chose. Pour la première fois, sa famille aura accès à une source directe d'eau chaude, alors qu'en hiver, celle-ci éprouve d'énormes difficultés pour son approvisionnement en la matière. Shamsina, une société qui a incubé aux Harvard Innovation Labs, a jusqu'à présent développé 5 itérations différentes de son chauffe-eau solaire thermique. Lorsque nous avons remarqué ce problème pour la première fois, nous nous sommes demandé à quel point il était répandu et nous avons recherché des données nationales. Nous avons découvert qu'environ la moitié des ménages égyptiens utilisent des méthodes naturelles pour chauffer l'eau. Selon la Banque mondiale, il y a 10 ans, 3 ménages égyptiens sur 4 dépendaient des bouteilles de butane, faute de raccordement au gaz naturel à faible coût. Avec un financement de départ de près de 25 000 $, la société Shamsina a piloté 30 chauffe-eau dans les quartiers à faible revenu à travers le pays.
Chez Shamsina, notre mission est d'améliorer de manière tangible le bien-être des ménages que nous ciblons. Nous y parvenons en réduisant le temps passé à chauffer l'eau, en réduisant le coût de fonctionnement du chauffage et en leur offrant une alternative plus saine, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Cependant, pour les experts, si l'initiative est loin d'avoir un réel impact sur le plan énergétique global, son impact pour les populations est à souligner. Les chauffe-eau solaires ne pourront pas occuper une part de marché significative en Égypte. Par conséquent, ils ne pourront pas économiser beaucoup d'énergie ni réduire beaucoup d'émissions. Mais ils peuvent garantir une certaine forme d'autonomie. Selon Omar Abdelaziz, expert en énergie solaire, ils seront en mesure de fournir au pays un accès à l'eau chaude dans les endroits les plus défavorisés. Pour rappel, l'Égypte vise à produire 42% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Au Kenya, une nouvelle poubelle est conçue pour une meilleure gestion et le tri des déchets. On parle du T-bin. C'est une poubelle intelligente qui éduque les citoyens sur la façon de séparer les déchets à la source grâce à son écran. Les explications dans ce commentaire de Rafitou Bereko. Au Kenya, la gestion des déchets constitue un grand défi, en particulier dans les communautés urbaines où la population augmente rapidement. Pour relever ce défi, des solutions urgentes sont nécessaires pour la meilleure gestion des déchets. C'est dans cette perspective qu'un système de tri et de gestion de déchets a été mis en place. Il s'agit de la T-bin, qui signifie Tech Bin, qui est une poubelle intelligente. Elle est inventée par Eddie Gitonga, un écologiste passionné par les innovations qui catalysent des solutions aux problèmes auxquels sont confrontées les communautés. La T-bin est une poubelle intelligente qui est censée éduquer les gens sur la façon de séparer les déchets à la source afin de minimiser 95% des déchets qui finissent dans les décharges et augmenter les activités de recyclage, ce qui sera un avantage économique pour nos jeunes et pour notre pays. Capable de gérer les déchets triés au niveau des ménages avec une bouche fermée complète de bout en bout, c'est une poubelle à énergie solaire équipée de 2 écrans LCD, d'un éclairage public, de capteurs de proximité, d'une surveillance en temps réel, d'une diffusion d'arômes et surtout d'une connexion Wi-Fi gratuite intégrée, ce qui permet d'éduquer les citoyens sur les meilleures méthodes de gestion des déchets. Une bonne stratégie par l'inventeur pour inciter les citoyens à l'utilisation de cette poubelle. Cette machine est très bien. Je la trouve vraiment intéressante et ce que je préfère, c'est qu'à chaque fois que je viens ici, je jette mes déchets sans payer et je bénéficie du Wi-Fi gratuit sans perturbation. La T-bin a été présentée depuis juillet 2021 dans un parc public urbain à seulement 30 minutes en voiture de la capitale Nairobi. Selon l'inventeur, cette poubelle vise à améliorer les communautés urbaines et à rendre les villes kenyanes plus propres, plus saines et plus sûres. La Tunisie mise sur le dessalement de l'eau de mer et sur le retraitement des eaux usées pour faire face à la pénurie d'eau. Dans ce cadre, une deuxième station de dessalement s'ouvrira en Tunisie à Zarat afin de soulager le sud assoiffé. Suivant. La Tunisie se tourne vers les eaux de mer et les eaux usées purifiées face à la menace de pénurie d'eau. Ainsi, une deuxième station de dessalement s'ouvrira bientôt en Tunisie pour soulager le sud assoiffé. Pour les pays maghrébins où il y a le manque de pluie, l'assainissement de l'eau de mer et le recyclage des eaux usées en agriculture est devenu indispensable. En Tunisie, en Algérie, en Libye et au Maroc, les précipitations se font rares, même en hiver. Selon la Banque mondiale, ces pays risquent de tomber d'ici 2030 sous le seuil de la pénurie absolue en eau. Le dessalement d'eau de mer est la seule solution pour obtenir de nouvelles ressources en eau potable, a expliqué le PDG de l'entreprise des eaux tunisiennes, Moussa Hilali, en évoquant la situation alarmante. Le problème est la consommation d'énergie. L'un des inconvénients est que ce procédé est extrêmement énergivore.
Nous espérons qu'avec la technologie et l'énergie solaire, cela va s'améliorer afin d'atténuer le bilan énergétique. De la consommation d'énergie. L'objectif est d'atteindre 2 milliards de mètres cubes par an. La Tunisie a édifié sa première usine de dessalement d'eau de mer en 2018 à Djerba. Aujourd'hui, Djerba et 15 stations traitant de l'eau saumâtre fournissent 6% de l'eau potable du pays. 3 nouvelles stations entreront en service en 2024. Pour préserver son eau potable absorbée à 80% par l'agriculture, le pays met également l'accent sur un traitement poussé des eaux usées, utilisables en irrigation ou pour réalimenter les nappes phréatiques. Le Québec s'inscrit dans la course à l'énergie solaire. Ainsi, des projets de construction des éoliennes verront bientôt le jour dans la province québécoise au sud-est du Canada. L'objectif de cette démarche entreprise par la Société d'État Hydro-Québec est d'amener les habitants à un mode de vie plus écologique et plus propre. Le commentaire est signé Vivace Amana. Les villes et campagnes du Québec dans le sud-est du Canada verront très bientôt plus d'éoliennes dans leur environnement. La Société d'État québécoise, chargée de la production, du transport et de la distribution d'énergie, a décidé d'accélérer la mise en place des éoliennes dans la région. Ainsi, un appel d'offres est lancé aux différentes entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables pour la réalisation du projet. Néanmoins, les Québécois restent un peu sceptiques quant à l'arrivée future des antennes éoliennes dans leur province. Le maire de la ville de Salisbury de Vallfield, Miguel Lemieux, reconnaît que les citoyens et les élus doivent faire un apprentissage accéléré alors que la municipalité n'a jamais accueilli une seule éolienne sur son territoire. Ce sentiment de précipitation est partagé par la compagnie Hydro-Méga qui est productrice indépendante d'énergie renouvelable. Son vice-président du développement et des investissements, Cédric Lascombe, affirme que l'on a cette urgence-là d'aller très vite et cela peut être désagréable pour ceux qui sont sur le terrain. Les acteurs en charge du projet ont moins de 6 mois pour réaliser les mesures de vent, planifier le site d'installation des éoliennes et leur connexion, mais aussi étudier les impacts environnementaux ou encore analyser la réglementation locale. Michel Lagacé, le président de la Commission permanente énergie et ressources naturelles de la Fédération québécoise des municipalités, estime qu'un délai d'1 année pour préparer l'appel d'offres d'Hydro-Québec aurait été le minimum requis. Notons que le Québec risquerait de manquer de la puissance électrique d'ici quelques années, d'après le gouvernement local. C'est dans cette logique que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Énergies renouvelables du Québec, Pierre Fitzgibbon, a prévenu qu'il va falloir commencer à envisager des projets d'énergie éolienne massifs. Actuellement, plus de 2000 éoliennes sont en fonction dans la province québécoise. L'ensemble des projets en cours devrait porter à 3000 le nombre total d'éoliennes au Québec d'ici 2030. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes. À bientôt.